Voilà. Donc je vais effectivement vous présenter le projet DILAC. Donc c'est un projet, donc DILAC c'est pour Dynamique écologique temporelle des lacs et étangs du littoral aquitain. Donc c'est un projet qui a été financé et né avec l'agence de l'eau Adour-Garonne. Également avec l'aide du LabExCOT, il a pu être réalisé et vous voyez qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont participé à ce projet, qui était quand même un gros projet, qui a duré plus de 6 ans presque, et qui est toujours en cours, plus ou moins, parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, et je vais vous dire un petit peu pourquoi. Mais voilà, donc l'idée de ce projet, c'était né d'un constat que les lacs et étangs du littoral aquitain, ils sont suivis depuis au moins les années 70 par un certain nombre de structures et qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ces milieux. Donc ça a commencé notamment avec les travaux du CTGREF il y a très longtemps, puis CEMA-GREF, etc., mais aussi par des thèses de l'université, ou par l'université, ou par d'autres bureaux d'études. Et en fait, ces lacs et étangs, on a acquis sur ces lacs et étangs un certain nombre de données, beaucoup de données écologiques, très disparates, en fonction des études, etc., mais n'empêche qu'il y a ces données-là. Et donc ces données-là, elles sont... la problématique, c'est que c'était des études ponctuelles, et elles étaient assez espacées, puis des fois assez difficiles à retrouver. Donc l'objectif, un des objectifs de ce projet DILAC, c'était de pouvoir rassembler toutes les données qui avaient été... enfin, toutes, c'est bien le maximum de données, on va dire... sur ces lacs et étangs, et de créer une base de données qui soit sécurisée, qui soit fiable dans le temps, et qu'on puisse par la suite avoir une pérennité sur ces données-là et pouvoir s'en servir régulièrement. Et donc à partir de cette base de données-là, et de toutes ces données qui ont pu être accumulées, c'était d'analyser la dynamique temporelle de ces milieux, de ces écosystèmes, pour mieux comprendre le fonctionnement. Alors, les lacs et étangs, on avait déjà vu une carte tout à l'heure sur ces différents milieux. Voici les lacs sur lesquels cette étude s'est concentrée. Donc, il y en a à peu près, je ne sais plus, 17, je crois. Et donc, on s'est intéressé à essayer d'aller récupérer, prendre un certain nombre de données, qu'elles soient physico-chimiques, paysagères, des données plutôt de niveau d'eau aussi, par exemple, ou de gestion de l'eau, des données de poissons, sur les macrophytes, sur les macro-invertébrés, ou encore sur le phytoplancton. Donc ça, c'est les différents maillons qui ont été intégrés à cette étude-là. Alors, grosso modo, ça s'est divisé on va dire, en 5 grandes parties. D'abord, une partie qui était sur la base de données. Je vais expliquer un peu plus. Une partie plutôt analyse sur les dynamiques temporelles. À côté de ça, on a aussi mené une petite étude, surtout sur le maillon phytoplanctonique, sur une approche un peu plus fonctionnelle, en utilisant des traits notamment. Un volet de l'étude qui s'intéressait également aux interactions biologiques et aux impacts écotoxicologiques sur ces milieux. Et enfin, un volet un peu plus communication et production. Donc la base de données, pour commencer. Donc la base de données, ça a consisté, donc, comme je vous le disais, à rassembler un certain nombre d'études qui ont été faites et qui étaient disponibles sur plein de formats différents. On avait, pour les plus récentes, déjà des formats en base de données type MySQL, mais après on avait aussi pas mal de choses sur des fichiers Excel qui étaient isolés sur certains ordinateurs particuliers. On avait des bases de données au format Access aussi, et puis pour toutes les données anciennes, puisqu'on remontait loin évidemment, on n'avait absolument aucune donnée numérique, et ça c'est surtout des rapports, des feuilles de laboratoire ou ce genre de choses. Donc en fait, on a fait un travail pour rassembler l'ensemble de ces données, on a travaillé pour saisir numériquement un grand nombre de données historiques qui étaient disponibles uniquement sur format papier. On a aussi beaucoup travaillé sur avoir quelque chose de commun, et notamment sur des unités, sur des méthodologies, et en particulier pour la physico-chimie, où là, on avait par exemple, si je vous cite, du phosphore ou des orthophosphates qui étaient soit exprimés en P, soit en PO4, et c'est pas tout à fait la même unité, sauf que cette information, elle est souvent manquante, donc c'était aussi un petit
un petit travail de recherche derrière, d'enquête, pour savoir quelles étaient les méthodes qui ont été utilisées, puisque aussi les méthodes ont changé, les limites de quantification ont changé, enfin voilà. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses, et ce qui fait qu'on a abouti quand même à une base de données qui est assez complexe, comme vous pouvez le voir, qui comporte un certain nombre de schémas. Je vais passer très brièvement, mais un schéma public qui reprend toutes les informations, on va dire, sur les lacs. Je crois qu'il y avait et un pointeur, je ne sais pas où. C'est celui-là, ouais, c'est ça. Je crois que c'est celui-là. Ah, voilà. Un schéma public ici qui reprend grosso modo, les couleurs en plus elles passent mal, mais les informations sur les lacs de type général, les coordonnées, ce genre de choses. Une base de données, on s'est aussi beaucoup inspiré de la base de données des données DCE qui est gérée par nos collègues d'Aix-en-Provence. Une base donc plutôt sur le phytoplancton, une base de données poissons plutôt historique, des bases de données sur les macrophytes, sur la chimie donc actuelle et ancienne, une base sur les niveaux d'eau, notre schéma sur les micro-invertébrés, sur l'hydromorpho aussi, puisque c'est des données qu'on a intégrées. Voilà, une base liée tout ça aussi avec le référentiel cendre, une base aussi qui intègre les données sur les stations d'épuration qui étaient disponibles auprès de l'agence de l'eau. Donc voilà, ça fait un schéma très complexe, assez compliqué à questionner, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de pérenne. Et donc cette base de données, je vous disais que le projet n'est jamais fini, c'est que cette base de données, on continue à l'alimenter évidemment. On a des nouveaux projets, des nouvelles études qui nécessitent aussi d'intégrer à nouveau des nouveaux schémas par-dessus. Donc voilà, on essaye de faire au plus simple, mais voilà, l'idée c'est qu'elle continue à vivre et qu'elle soit toujours active. Alors, juste quelques résultats, voilà, à peu près sur ce qu'on a pu rassembler, surtout sur les physico-chimies, on a plus de 2700 campagnes qui ont été rentrées avec plus de 170 000 données, largement. Pour les opérations de pêche de poissons, par exemple, il y en a plus de 500 qui sont renseignées à l'intérieur. Pour les macrophytes, plus de 180 campagnes, 300 pour les macro-invertébrés, plus de 1000 campagnes aussi pour les données phytoplanctoniques. Alors, ensuite, ces données-là, on a essayé de les analyser et de voir quelles étaient les tendances temporelles, les dynamiques au cours du temps. Alors, je ne vais évidemment pas détailler tous ces résultats, c'est juste pour vous montrer brièvement quelques graphiques, mais je vais absolument pas, l'idée c'est pas de les lire, hein, c'est pour ça qu'ils sont trop petits. Mais voilà, on a donc on a fait dessus des analyses sur les niveaux d'eau, alors ça vous les connaissez le mieux, mais aussi des analyses paysagères, donc on a reconstitué l'occupation du sol depuis les années 40 à l'aide d'images aériennes, où on peut voir comment ça change sur les bassins versants des différents plans d'eau. On a des données donc, sur le phytoplancton, le suivi du phytoplancton, sur les macrophytes, sur la physico-chimie ici, par exemple, sur les poissons ou encore sur la température aussi, puisqu'on a récupéré aussi des données température qui ont été faites par des collègues de Aix à partir de modélisation satellitaire, ou encore aussi sur les macrophytes ici. Donc je ne vais pas détailler ces graphiques-là. Les principaux résultats, je vais dire qui ont globalement, donc à l'échelle des lacs, hein, bien sûr il y a toujours des cas particuliers, des cas spécifiques, mais globalement, sans surprise, on a observé effectivement des changements paysagers très forts, notamment sur tout ce qui est urbain, avec une explosion effectivement de l'occupation urbaine et agricole. Sur le côté physico-chimique, on est globalement dans une amélioration de la qualité physico-chimique avec une réduction notamment du phosphore par rapport à ça. Donc, encore une fois, c'est global hein, sur l'ensemble du bassin versant, enfin des bassins versants. Des changements climatiques marqués quand même, puisqu'on a pu observer donc, effectivement des augmentations de la température de l'eau de ces lacs-là, mais aussi des augmentations des épisodes de vagues de chaleur, entre guillemets, on dirait, pas vagues de chaleur, mais c'était... j'ai perdu mon mot, mais je le retrouverai, mais enfin, grosso modo, des épisodes de plus en plus intenses ou de réchauffement de la température de l'eau. Pour ce qui concerne les poissons, beaucoup d'introductions de nouvelles espèces introduites aux dépens des espèces indigènes, c'est plutôt la dynamique globale qui en ressortait. En ce qui concerne le phytoplancton, plutôt des communautés aussi qui sont en changement et qui vont aller sur des communautés qui s'orientent de plus en plus sur des communautés composées de cyanobactéries notamment. Et puis, enfin, sur les macrophytes, une disparition des espèces emblématiques, comme ce que vous avez derrière, la lobélie ou encore certaines espèces qui ont complètement disparu. Voilà, ce que je peux vous dire sur cette partie-là, je vais essayer d'avancer un peu plus rapidement ensuite, c'est donc sur l'approche fonctionnelle qui s'est
centré donc sur une approche de traits et plutôt sur le groupe phytoplancton, puisque c'est là où on avait le plus de données. On a fait des études où on a regardé par rapport aux traits comment ces traits évoluaient dans le temps. On voit que globalement sur les lacs, ceux qui ont été analysés, ce qui étaient les plus grands ici, on a en années finalement les plus anciennes données ici et les plus récentes ici. On voit qu'on a un changement de formes en fait et de traits, avec des traits avec des espèces plus grosses, avec des formes qui sont davantage liées à des concentrations en phosphore importantes. On voit qu'on a le phosphore ici. Et à l'inverse, maintenant, des communautés un peu plus, je dirais plus petites et avec des traits qui sont plus associés à la résistance à de la prédation. Et puis aussi sur ce gradient-là, ceux qui s'isolent un peu plus ici, c'est tous les traits qui sont liés aux cyanobactéries. Au niveau des traits, on avait aussi, au niveau des traits, et puis au niveau de ce côté phytoplanctonique, on s'était aussi intéressé à savoir comment ces suivis scientifiques pouvaient aider par rapport aux indices réglementaires. Et notamment, on se posait la question, normalement, on a donc l'IPLAC, qui est l'indice qui est basé sur le phytoplancton et qui sert à évaluer l'indice DCE, qui sert à évaluer la qualité des eaux pour le phytoplancton, et qui est typiquement basé sur 3 campagnes par an, et on se posait la question de qu'est-ce qui se passerait si on en faisait plus, si les campagnes étaient faites à des dates différentes, et comment ça pouvait changer la qualité et l'indice qui en ressortait. Et donc globalement, ce qu'on observait là, c'est que sur des lacs comme Cazaux qui sont relativement stables, ça ne change pas grand-chose. Par contre, sur Parentis, par exemple, qui est un lac où il y a une variation beaucoup plus importante, et bien on peut voir que la note peut passer d'un état bon à un état moyen, voire à un état mauvais, en fonction des dates de prélèvement auxquelles elles sont faites. Voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus. Ensuite, on s'est intéressé sur un 4e volet qui était sur les interactions biologiques et les impacts écotoxicologiques. Donc ça s'est fait en collaboration avec des collègues de Lyon. Ces collègues de Lyon ont testé le protocole qui est utilisé dans les rivières pour essayer de l'adapter dans les lacs, et donc qui consiste à l'encagement ici de gamarres sur lesquels qui vont servir comme bioaccumulateurs pour accumuler les toxiques et les métaux. Et donc ils ont été positionnés sur 2 lacs, la Cano et Parentis. Et alors là, on ne voit pas du tout les fonds de carte, mais peu importe. Donc voilà, c'était des petites boîtes comme ça dans lesquelles les gamarres étaient enfermés, et puis sur lesquels on a mesuré un certain nombre de métaux, par exemple, et ils ont identifié un indice de pression, finalement, par rapport à ces métaux-là, en sein de différentes campagnes. Et puis, aussi, ce projet a participé au fonctionnement d'une thèse, qui était celle de Julie Neury-Ormani, ici, et qui était plutôt sur les interactions entre les communautés de diatomées benthiques, donc celles qui sont fixées, et la microméiofaune, donc des tout petits animaux qui viennent consommer et prédater ces diatomées. Alors c'était beaucoup de manips de laboratoire, et notamment en testant aussi le rôle de certains pesticides, finalement, sur cette compétition entre les diatomées et la prédation de ça. Enfin, je ne sais pas si je suis dans les temps, c'est donc un certain nombre de productions, des rapports de stage. On a eu un certain nombre de stagiaires qui ont travaillé sur ce sujet-là. On a eu aussi donc un certain nombre d'articles scientifiques qui ont été produits, et puis surtout les résultats de cette étude, des tomes, différents tomes donc, qui correspondent aux différentes grandes parties. Finalement, un tome qui reprend la base de données et le descriptif de la base de données, un tome qui reprend plus lac par lac, avec une synthèse aussi à la fin de l'ensemble des lacs, les différents maillons, les tendances des différents maillons et les évolutions temporelles. Un tome qui est plutôt basé donc, sur le côté très fonctionnel phytoplanctonique, et un autre tome plutôt basé sur l'écotoxicologie, les relations biotiques. Et enfin, un petit livret de synthèse qui rassemble l'ensemble de ces principaux résultats. Alors, tous ces documents, vous pouvez les avoir, ils sont disponibles dans HAL en téléchargement libre. Si vous tapez DILAC, je pense que vous pouvez tomber tout de suite dessus. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, je remercie toutes les personnes, évidemment, qui ont travaillé
sur ce projet. Et puis, évidemment, l'Agence de l'eau qui nous a beaucoup soutenus pour ce projet-là. Merci à vous. Merci beaucoup Aurélien. Donc on ressent bien en suivant cette présentation l'importance de récolter toutes ces données environnementales, qu'elles soient sur des lacs ou sur d'autres milieux, hein, avec des protocoles bien standardisés et surtout dans des bases de données bien structurées. Parce que quand on refera l'exercice dans 50 ans, ni toi ni moi, hein, voilà, qu'il n'y ait pas les mêmes problèmes d'acquisition de données, de récupération de données. Donc si dans la salle il y a des questions, ce sera avec plaisir. Oui, Nicolas. Oui, Nicolas Picot du CNES, moi je travaille sur le spatial, tu l'as évoqué rapidement, mais je voulais revenir sur la temporalité. Tu n'as des données que depuis 1970, il n'y a rien avant qui vous permet de faire des chroniques longues? Non. En fait, on va dire que on a quelques données plus anciennes, notamment sur les macrophytes, par exemple, où on a des relevés botaniques, etc., qui étaient faits avant. Et après, on a, enfin, pas à ma connaissance, sur le côté physico-chimie ou ce genre de choses, je ne sais pas. Je n'ai pas à ma connaissance en tout cas, mais si on peut en avoir, alors après, avec quelle technique, etc., c'est à voir comment on peut les interpréter. Mais... Et même par rapport, en fait... Par rapport typiquement à la hauteur du lac, la hauteur des eaux, vous ne l'avez pas dans des chroniques qui remontent Ouais, c'est des années 5, ouais, c'est les années 50 peut-être les plus vieilles données qu'on doit avoir, hein, quelque chose comme ça, ouais. Et après, alors, moi, je pas à ma connaissance en tout cas, mais voilà. Et une deuxième question, si je peux me permettre, est-ce que vous avez envisagé une contribution citoyenne? Non. En termes d'observation non. Alors moi j'y ai déjà pensé, mais notamment pour les suivis des niveaux de lac des petits étangs landais qui ne sont pas suivis, pour lesquels on n'a pas de données. Voilà, ça serait un projet, je pense, à mettre en œuvre, qui pourrait faire de la science participative, en se promenant, on prend une photo de l'échelle, et puis avec la date, etc. Donc voilà, ça c'est un projet auquel j'ai déjà pensé, mais il faudrait pouvoir le mettre en œuvre et avoir les moyens derrière, surtout les moyens humains, pour pouvoir traiter ces données-là et puis analyser les images, etc., quoi. Mais ça serait quelque chose d'intéressant, notamment pour les lacs, enfin pour les petits étangs qui ne sont pas suivis par rapport à ça. Une question, au fond? C'est pas une question, c'est une idée. Du coup, Thomas Cusange, double casquette aujourd'hui, donc à l'agence de l'eau d'Or-Garonne, chargé d'intervention eau et milieu aquatique, mais sur le bassin versant de la Charente. Et ma deuxième casquette, du coup, c'est en formation moniteur guide de pêche. Et du coup, là, vous parlez certainement de Lacanau et Ourtin, qui sont peut-être mes deux futurs bureaux. Et quand on parlait de participation citoyenne, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé, ou du moins pensé, mais pas mis sur table. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des guides. J'ai suivi quelques-unes de vos études, notamment sur les suivis des macrophytes, notamment les élodés, les potamots, voilà, les champs d'herbiers. J'ai suivi vos protocoles qui sont très, très suivis, très ponctuels au final pour un scientifique. Et normal, vous n'avez pas le temps de passer la moitié de l'année sur l'eau. Or, vous avez des gens, des acteurs qui ont cette chance-là. Et je pensais notamment aux guides de pêche. Il y en a certains qui passent 150, voire 200 jours sur l'eau sur ces lacs-là, et qui ont des outils extraordinaires avec des échosondeurs qui sont capables de faire des bathymétries ou des suivis d'herbiers. Et je me dis, voilà, c'est peut-être une idée à développer, comme vous l'avez dit, de penser aussi à ces acteurs qui peuvent... On sort un peu des protocoles scientifiques, en effet, mais qui peuvent quand même un peu vous alimenter, notamment sur des suivis d'évolution d'herbiers, parce que vous parlez de dynamique temporelle. Et on observe des choses, donc vous pouvez certainement les expliquer, pas nous. On a vu des champs de l'agorasiphon disparaître sur Ourtin au profit de potamos. Lacanau, c'est le contraire. On a encore des potamos qui disparaissent et l'agorasiphon qui continue à s'étendre. Voilà, je pense que ça peut être des éléments à partager entre observateurs de terrain et scientifiques que vous êtes. Ouais, alors sur le côté participation citoyenne, effectivement, il y a quelque chose qui existe déjà sur les lacs alpins, qui a été mis en place par l'observatoire OLA, et justement avec, pour tout ce qui est pêche et suivi des poissons, avec voilà, une petite application où ils peuvent mettre la date de la pêche, la taille du poisson pêché ou ce genre de choses. Donc c'est peut-être quelque chose, une appli qui pourrait être prise sur les lacs pour avoir davantage de données au niveau poisson, en fait, par rapport à ça, et surtout par les pêcheurs professionnels qui la plupart du temps en plus qui sont en eau-kill. Pour ce qui est contribution des cartographies des herbiers, en fait, Vincent vous en parlera peut-être un peu plus cet après-midi, puisque ça fait partie d'un autre projet qu'on a, c'est sur le projet Vigilac, de ce suivi des herbiers denses. Pour l'instant, on est un peu en
en difficulté de moyens pour pouvoir arriver à les cartographier et surtout à quantifier leur hauteur, ce qui n'est pas si simple que ça d'un point de vue technique. Mais bon, on espère qu'on pourra résoudre ce problème-là. On a des pistes en tout cas pour ça, et si jamais on y arrive, effectivement, ça pourrait être intéressant de pouvoir récupérer des vidéos, par exemple, qui peuvent être faites avec les sonars ou ce genre de choses pour pouvoir actualiser les cartes et avoir des cartes beaucoup plus précises et puis voilà, en quantitatif aussi beaucoup plus importante. Ouais. Mais c'est des pistes intéressantes. Ouais. On a une autre question. Toujours l'association Vive la Forêt. Oui, ça fait assez longtemps que sont discutés les résultats de classement de qualité sur la base de 3 mesures dans l'année. Alors, vos travaux là, sont tout à fait intéressants de ce point de vue-là, en montrant qu'effectivement, il peut y avoir une assez grande diversité des points de vue selon le moment où on met en place la mesure. Est-ce que vous en tirez des règles pour identifier les moments les plus favorables et donc peut-être parvenir à une plus grande pertinence dans la fixation de ces indices de qualité? Alors des règles, pour le moment, non, pas forcément. Ce qu'on a observé, c'est que sur des systèmes qui sont plutôt stables, qui sont plutôt en bon état aussi, et donc stable et en bon état, ça va un peu ensemble, mine de rien. Finalement, bon, peu importe la période, et on arrive toujours à un résultat et une note qui est la même. Par contre, sur des systèmes qui sont un peu plus perturbés et dont la communauté elle est beaucoup plus instable, là, la note elle peut changer effectivement et elle peut classer d'un moment à l'autre. Donc on n'a pas identifié de période particulière par rapport à ça. Là, le seul conseil qu'on pourrait dire, c'est que sur ces milieux-là, il faudrait peut-être faire plus de 3 mesures pour avoir une meilleure idée de la qualité. Et faire plus de prélèvements et intensifier les prélèvements sur ces lacs-là, et sur les autres, ça peut rester effectivement comme c'est actuellement, quoi. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez donner des précisions sur l'évolution du niveau de l'eau? Vous avez présenté un graphique qui montrait une grande variabilité. Et aussi sur la baisse donc, du taux de phosphore. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur ces 2 éléments? Alors difficilement, puisque ça va quand même être... alors pour ce qui est des niveaux de l'eau, c'est quand même très variable en fonction des différents lacs, en fait, et ça dépend vraiment des milieux. Ce qu'on a pu voir, notamment alors de souvenirs sur les lacs médocains, c'est qu'effectivement, on a quand même une bonne régulation avec... de moins en moins d'épisodes, de moins en moins d'extrêmes finalement, mais après c'est toujours très difficile à réguler. Mais après c'est vraiment dépendant du système. Par exemple sur l'étang de Léon, on voit que le niveau de l'eau a tendance à baisser, mais en même temps le barrage de la Nasse qui a été refait récemment était très dysfonctionnant auparavant, donc en fait il y avait beaucoup moins de régulation. Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment des différents systèmes. Donc là, c'est difficile d'avoir des généralités là-dessus, en tout cas. Mais c'est des données qui sont intéressantes pour comprendre derrière et mettre en relation avec les fonctionnements biologiques des différents autres maillons, en fait, finalement. Et puis, en ce qui concerne la diminution du phosphore, on est dans on l'observe quand même globalement sur l'ensemble des systèmes. Le cas le plus particulier, c'était évidemment le lac de Parentis qui était très impacté avec des très fortes concentrations, qui a subi dans les années 90 un contralac, qui a eu des effets puisque effectivement les concentrations ont continué à diminuer. Et on voit globalement ce qui a été fait au niveau, que ce soit des stations d'épuration aussi pour un meilleur traitement de l'eau, ou des différentes réglementations, on tend à observer quand même une légère diminution des concentrations de phosphore sur l'ensemble des lacs. Ça, c'est le phosphore dans l'eau. Après, on a très peu de données sur le phosphore qui est stocké dans les sédiments, donc là-dessus, c'est beaucoup plus difficile à tirer des conclusions par rapport à ça. Alors, juste avant que Nicolas, tu reposes une question, n'oubliez pas de vous présenter avant vos questions. C'est pas grave, mais voilà, pour la suite. Merci. Donc toujours Nicolas, je ne me représente pas. Est-ce que vous regardez la teneur de sel?
potentiel dans ces lacs Alors, on n'a pas on peut l'avoir ponctuellement, c'est quelque chose qui est, je pense, pas trop suivi. Par contre, on a la conductivité qui est quand même fortement liée à la concentration en sel. Et est-ce que vous constatez une salinisation? Alors là, de souvenir, je pense que c'est plutôt stable, mais je vais pas dire des bêtises, quoi. Il faudrait que je reprenne globalement par rapport à ça, quoi. Et je voulais revenir sur la question précédente qui parlait de faire des mesures plus fréquemment dans le temps. Est-ce que vous avez testé d'avoir plusieurs mesures sur le même bassin pour regarder la différence spatiale entre un point de mesure qui serait localisé, on va dire, à l'est ou à l'ouest ou au centre du bassin, pour voir si les données en fait sont homogènes et s'il n'y a pas une spatialisation de l'information? On l'avait fait dans le cadre d'une autre étude qui s'appelait Multimaillon, mais pour le coup uniquement sur le lac de Lacanau. Et effectivement, on avait regardé sur le lac la variation en fait, des paramètres physico-chimiques en fonction du centre du lac ou des rives, aux différents points sur les rives. Globalement, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait assez peu de variations spatiales et que la variation était surtout temporelle et liée aux saisons, en fait, avec une forte variation des différentes concentrations en nutriments ou alors en ions qui dépendaient beaucoup des saisons, du lessivage des sols, etc., des pluies. Et au final, on avait vraiment cette dissociation saison, printemps, été, automne, hiver, et la différenciation spatiale était très très peu marquée. Ouais. Y compris sur l'aspect cyanobactéries Alors sur l'aspect cyanobactéries, on ne l'a pas fait encore, mais je vous en parlerai cet après-midi. Bonjour, Cristina Ribaudo, époque NCGID et collègue d'Aurélien, et Aurélien Jamonneau et Vincent Bertrand donc, d'IRAE qui travaillent sur les lacs et qui font partie du coup, de ce gros projet et d'autres. Donc je me permets, Aurélien, d'épauler pour répondre à certaines questions qui me touchent de près. Alors, je voulais répondre par rapport à la question des invasives avec l'éco-sondage. Déjà, on verra plus tard, Vincent aura peut-être l'occasion d'en parler ou d'intervenir aussi sur cette question. On a une difficulté à délimiter les herbiers en zone peu profonde. C'est vrai qu'il pourrait y avoir une participation collective, pourquoi pas, hein, à prévoir cette intervention par les non-experts, si je peux me permettre, sachant qu'il y a après difficulté à reconnaître les espèces. Typiquement, tout à l'heure, le monsieur parlait de l'agar au siphon, probablement il voulait dire Egeria. C'est juste un détail, mais après, quand on récolte les données, DILAC, justement le projet que tu présentes, Aurélien, a ce but-là aussi de faire un tri dans la qualité des données. Donc il y a la qualité des données qui est très importante avant de les bancariser. Donc ça, c'est un aspect à soigner avant d'impliquer d'autres personnes. Mais pourquoi pas ne pas les faire? Donc c'est bien. Après, je me permets de répondre aussi sur la question de répétition des prélèvements pour améliorer la donnée. Bien sûr, on veut bien aller échantillonner beaucoup plus fréquemment et à des périodes beaucoup plus étalées, plus répétées pendant l'année. Mais là, peut-être, on revient à la question initiale de la gouvernance tout à l'heure. Pourquoi pas, ça serait une seule unité de prélèvement qui s'occupe de faire ça de façon répétée, uniforme sur tous les lacs, avec un but de suivi global pour tous les lacs. Donc c'est peut-être une question qu'on pourra répondre plus tard. Et puis c'est tout. Voilà, merci. Alors, avant de prendre d'autres questions, je me tourne vers le chat. Pas de questions en ligne. Dans l'audience, d'autres personnes ont envie d'apporter quelque chose? Non? Il ne me reste plus qu'à te remercier, Aurélien. On se revoit cet après-midi Merci à vous. pour nous parler de cyanobactéries.